Alors, je vais suivre une démarche qui est un peu semblable à celle de mon collègue Patrice, c'est-à-dire que je vais parler d'enjeux plus globaux avant de redescendre, disons, vers la question des jeunes en difficulté. Alors, ce que je voudrais faire, c'est soulever quelques grands enjeux concernant le développement de politique jeunesse et des stratégies d'action jeunesse au Canada, pour ensuite soulever, disons, quelques liens avec les jeunes en difficulté. Alors, je fais ça à partir d'un chapitre de livre qui a été publié dans ce bouquin-ci, qui s'appelle Youth Policy in a Changing World, qui est paru en 2012. Et le chapitre est le résultat d'une analyse de documents liés au développement des politiques jeunesse et de stratégies d'action jeunesse dans 3 provinces canadiennes, l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de relater ce qu'on avait identifié en préparant ce chapitre en termes de facteurs qui influençaient le développement des politiques jeunesse au Canada et de soulever donc brièvement ce que cela pose en termes de difficultés, justement, pour les jeunes dits en difficulté. Alors, je vais parler de 4 ensembles de facteurs, ou 4 constellations de facteurs qu'on retrouve dans des documents préparatoires, dans les politiques elles-mêmes, dans des stratégies d'action. Alors, premier ensemble de facteurs sont liés à des tendances économiques et démographiques qui mènent généralement au constat d'une transformation du marché du travail. Donc, on retrouve dans les documents des références au fait qu'il y a un déclin des emplois manufacturiers et le développement des économies, non seulement du savoir, mais aussi de l'économie des services aux consommateurs. On note aussi le vieillissement de la population, comme le député Bureau-Blouin l'a mentionné hier soir, et la baisse de la fécondité qui mène à une transformation, disons, de la pyramide des âges, dans le cas du Québec, éventuellement un renversement de cette pyramide. Mais souvent pour parler de la question de la pénurie de main-d'œuvre ou des pénuries de main-d'œuvre qui sont anticipées et éventuellement de problèmes de financement des plans de pension. Lié à ces tendances économiques et démographiques, on retrouve aussi des considérations sur le fait que nous aurions besoin, ou en tout cas dans ces 3 provinces à tout le moins, donc besoin de plus en plus de jeunes en formation professionnelle, notamment pour répondre aux problèmes de la pénurie de main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre anticipées, mais aussi des jeunes de plus en plus scolarisés, qui vont bien s'insérer dans l'économie du savoir. Deuxième ensemble de facteurs, le deuxième ensemble de facteurs plutôt lié à ce qu'on a appelé du society building ou du nation building. Donc, si vous voulez, l'édification des sociétés. Et on retrouve là des préoccupations concernant la légitimité des institutions démocratiques, donc liées au fait que les jeunes votent peu, semblent peu enclins à participer aux mécanismes traditionnels de la politique. Il y a également parfois des préoccupations pour la cohésion sociale, c'est-à-dire le fait que on est face à des jeunes parfois qui sont en très grande difficulté ou qui vivent de la pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça pose en termes de problèmes au niveau de la cohésion sociale dans la construction de la société. Et finalement, une troisième préoccupation, et qu'on retrouve davantage dans les documents liés à la politique jeunesse québécoise, donc des préoccupations liées à la langue et à l'occupation du territoire et au développement régional. Troisième ensemble de facteurs, la troisième ensemble de facteurs est lié à des visées de prévention, en particulier dans les champs de la santé et de la justice. Alors là, on cherche à prévenir l'obésité, des problèmes de santé mentale, la délinquance. Et on voit apparaître dans ces documents des visées de prévention qui s'étendent à d'autres problèmes sociaux chez les jeunes, et particulièrement le décrochage scolaire. Enfin, et on le retrouve d'une manière de plus ou moins élaborée dans l'ensemble des documents, il y a un constat de plus en plus accepté que les transitions vers la vie adulte sont moins standardisées. Donc, ce qu'on dit comme chercheur depuis quand même une vingtaine d'années,
se retrouvent dans les considérations qui mènent au développement des politiques et des actions concernant les jeunes dans ces 3 provinces. Donc, qu'il y a de plus en plus de jeunes en formation postsecondaire, que les entrées stables, je vais mettre ça entre guillemets, là, dans le marché du travail sont plus tardives. Hein, c'est-à-dire que bien que les jeunes entrent assez tôt dans le marché du travail en faisant du travail à temps partiel, donc, comme on le sait, on voit ça chez les jeunes secondaires, en particulier tout au long de leurs études par la suite. Mais les entrées plus stables sur le marché du travail qui permettent notamment aux jeunes d'avoir un emploi permanent, suffisamment rémunéré pour assurer leur indépendance, ça se produit de plus en plus tardivement. On reconnaît aussi des changements que moi j'estime fondamentaux, en tout cas, dans les tendances du départ du foyer familial, donc des reports de la décohabitation, report également de l'entrée dans la parentalité. Excusez-moi, je viens de perdre mon écran là. Et donc, on arrive à un genre de constat à travers ces documents-là que les transitions sont effectivement désynchronisées, hein, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de manière très, très succincte de l'école au marché du travail, du domicile familial à l'indépendance résidentielle et à la vie en solo, disons, à la vie de couple et de famille. Et de là découle donc un certain intérêt à revoir et possiblement mieux coordonner les programmes et les services en fonction de ces nouvelles réalités. Mais je dirais qu'il y a aussi des orientations en recherche qu'on voit de manière plus ou moins explicite dans ces documents et que je constate moi-même dans mes discussions avec des fonctionnaires, des décideurs, qui séduisent, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'on va retrouver, qui alimentent, disons, le développement des politiques jeunesse. Alors, quelles sont ces orientations en recherche? Alors, en gros, c'est ou bien les orientations de recherche en psychologie développementale, selon laquelle il existerait désormais un âge adulte émergent, et je pense notamment aux travaux de Jeffrey Arnett qui fait école aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Nord et bon, de plus en plus à travers le monde. Et donc, auquel on peut associer à l'âge adulte émergent des tâches développementales très précises pour les 18-25 ans. Donc, c'est une nouvelle phase de la vie qui émerge après l'adolescence et vraiment où on peut intervenir psychologiquement. Donc, cette première orientation. Deuxième orientation, l'étude des comportements à risque ou des facteurs de risque qui permettraient d'identifier les individus et les groupes vraiment les plus problématiques sur lesquels il faut intervenir. Alors, l'une et l'autre de ces orientations se conjuguent assez facilement et se marient fort bien à des approches individualisantes et psychologisantes de la jeunesse ou des jeunes en difficulté et aussi à une approche résiduelle des politiques jeunesse. C'est-à-dire, on va s'intéresser seulement aux jeunes qui nous posent problème. C'est le cas en particulier de la politique en Alberta, hein, où on dit, finalement, l'ensemble des jeunes, ça va très bien, mais voici un certain nombre de groupes sur lesquels vraiment il va falloir développer nos actions. De telle sorte qu'on peut affirmer, je crois, que l'orientation générale du développement des politiques jeunesse et des actions jeunesse au Canada se centre sur les jeunes individus à risque, ainsi que sur les capacités et les habiletés individuelles et le changement personnel nécessaire pour favoriser leur adaptation, leur intégration et leur contribution optimale à la société. Et que ces approches ne tiennent à peu près pas compte des dimensions structurelles de leur vie, malgré le fait qu'elles jouent un rôle déterminant dans les transitions vers la vie adulte de tous les jeunes. Alors, je pense notamment aux institutions comme l'école, le système de santé, les institutions financières, les marchés comme ceux du logement et de l'emploi, les politiques et les programmes touchant ces mêmes institutions, les marchés, touchant la famille, l'identité. Oui, je suis correct. Alors, quel problème un contexte comme celui-là, cette agglomération de facteurs, mais aussi des orientations de recherche dont je viens de parler, sont posés pour les jeunes en difficulté à travers. Donc, quel problème c'est ce contexte et cette orientation
pose-t-il pour les jeunes sans difficulté? Alors d'abord, il faut dire que ce n'est pas tout mauvais. La lecture du contexte qui est lié aux politiques jeunesse ne mène pas inexorablement ou inévitablement à des politiques, des programmes et des services qui auront des effets négatifs sur les jeunes en difficulté. Par exemple, souscrire à l'idée que les pénuries de main-d'œuvre annoncées ou à celle de la déstandardisation des transitions ne signifie pas a priori que les jeunes en difficulté doivent être traités d'une manière plutôt qu'une autre. Ça attire le regard sur certaines transitions, mais pas dans une optique spécifique. Là où les problèmes se posent, c'est dans la manière assez étroite d'en tirer des conclusions pour l'action. Une manière qui est en grande partie liée, il me semble, à ces approches de recherche qui séduisent tant. Donc, ce qu'on voit, c'est, à travers tout cela, c'est qu'il y a peu de prise en compte des structures sociales qui affectent les jeunes dans le développement des politiques jeunesse et des stratégies d'action qui en découlent. C'est d'autant plus problématique que ces structures sociales-là vont peser plus fort sur les jeunes qui rencontrent des difficultés. On constate aussi à travers cette analyse une tendance à l'individualisation des difficultés des jeunes. On va proposer des soutiens pour atteindre des normes de développement et de comportement individuel. Et donc, les jeunes, finalement, n'auraient qu'eux-mêmes à se blâmer, dans le fond, pour les difficultés auxquelles ils font face. Et donc, quand les politiques et les actions qui en découlent vont dans ce sens, on n'a peut-être pas à se surprendre que des jeunes colportent des identités négatives, comme celle dont Madeleine a parlé tout à l'heure, d'un intervenant à l'autre, d'un organisme à l'autre, voire d'un chercheur à l'autre. Finalement, je dirais que ces orientations créent une mise en tension ou une mise en paradoxe pour plusieurs organismes et intervenants sociaux qui travaillent auprès des jeunes dits en difficulté et qui, pour recueillir des subventions, doivent mettre en œuvre des approches qui répondent à l'individualisation des difficultés des jeunes, voire à la psychologisation de leurs problèmes et des solutions qui leur permettraient de s'en sortir. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est quels gestes, quelles orientations permettraient d'éviter de tels problèmes, de telles difficultés, mais on pourrait laisser ça à la discussion. Merci beaucoup, Marc Morgan.